Mon mari et moi dînerions avec nos amis Casey et Pete quand Casey a dit: J'ai dit à Pete le genre de femme qu'il devrait épouser s'il m'arrivait quelque chose. Nous avons ri. Ce genre de conversation est devenu de plus en plus familier maintenant que nous approchons de la soixantaine. Pas encore vieux, mais on s'en rapproche. J'ai répondu que s'il arrivait quelque chose à Danny, je mettrais simplement la clé sous la porte sur le plan romantique, pour embrasser ma vie de célibataire, en prévoyant des voyages avec d'autres veuves et en me mettant à la poterie. Qui mourra le premier? Alors que chaque matin apporte son lot de genoux douloureux ou de nuques raides, et que la rubrique nécrologique mentionne des noms de personnes qui m'ont peut-être un jour lancé un ballon prisonnier à la tête en cours de gym. La question de savoir qui partira le premier devient aussi concrète que terrifiante. Nous avons croisé le chemin de Casey et Pete pour la première fois quand j'ai commencé à fréquenter Danny, il y a 7 ans. J'étais en train de vendre la maison où j'avais vécu pendant 22 ans après mon divorce, et c'étaient eux les acheteurs. Pour moi et mes filles adolescentes, c'était une période de perte et de changement profond. Casey et Pete formaient également un couple qui s'était rencontré après un divorce. Et nous nous sommes compris immédiatement. Une fois, lors d'un accroc dans la procédure de vente, Pete a appelé et a dit: Vous êtes des gens bien. Nous sommes des gens bien. Est-ce qu'on peut s'arranger? C'est ce que nous avons fait, instantanément. C'était guérisseur de les voir acheter cette maison tant aimée où mes filles avaient grandi. Leur petite silhouette de fée entend encore le parterre de rocailles du jardin de devant dans quelque univers parallèle. Entre deux bouchées d'un pain de viande quelconque et d'une bonne côte de porc, j'ai raconté à nos amis la fois où l'on m'a annoncé que j'avais un cancer et que j'avais immédiatement tenté de rompre avec Danny, environ 1 an et demi après le début de notre relation. J'avais de longs antécédents de sein kystique, alors quand un radiologue a repéré une grosseur et m'a orienté vers un chirurgien sénologue, je n'ai ressenti aucune appréhension particulière. J'ai demandé à Danny de m'emmener au rendez-vous pour la biopsie avec la promesse d'un bon burger après. Il a attendu patiemment dans le hall, consultant son téléphone, pendant que j'allais voir le médecin. Le chirurgien, un homme mûr au front dégarni et fort de 30 ans d'expérience, est entré dans la pièce et s'est assis sur une chaise à côté de moi. Son visage affichait une certaine inquiétude, même s'il n'avait pas encore pratiqué la biopsie. Ma chère, a-t-il dit, je crains que ce ne soit probablement un cancer. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez, car c'est un stade précoce. Nous allons le traiter de manière agressive, et vous n'avez rien à craindre. J'étais sous le choc. Dans ma famille, on fait des crises cardiaques, pas des cancers. De grosses crises à 65 ans, de plus petites à 80. Et puis on tient bon, en dînant à 16h30 et en portant des survêtements jusqu'à près de 90 ans. Cet homme s'était manifestement trompé de chambre et parlait avec compassion à la mauvaise femme. Puis je me suis souvenu de Danny dans le hall. La femme de Danny est morte d'un cancer, ai-je dit au médecin. Elle avait tout juste 40 ans, et ils avaient 2 jeunes enfants. Il a dû la voir s'affaiblir puis s'éteindre. Il ne peut pas revivre ça. Il ne mérite pas ça. Oh mon Dieu, a dit le chirurgien. Nous sommes restés assis un moment, puis il a ajouté doucement. Je viens de vous annoncer que vous avez un cancer, et vous vous inquiétez pour lui. Je m'inquiétais pour lui. Qui mourra le premier? Qui restera derrière, aveuglé par le chagrin et la perte, explorant le côté vide du lit? La biopsie est un souvenir flou, tout comme la conversation entre Danny et le chirurgien. Le long trajet du retour, en revanche, je m'en souviens. Nous devons rompre, ai-je dit. Il était hors de question que quelqu'un endure 2 fois dans sa vie ce rôle d'aidant auprès d'un cancéreux. Je t'aime, mais c'est fini. Tu dois me quitter. Je ne partirai pas, a-t-il dit. Nous devons absolument rompre, ai-je insisté, l'imaginant entendre à nouveau tous ces termes médicaux. Observer les traitements et faire face à la perte de cheveux. Respirer les odeurs d'hôpital et de maladie. C'est fini, ai-je répété. Et tu devrais partir. Je ne partirai pas, a-t-il dit. Alors que nous nous engagions dans mon allée et restions assis dans la voiture devant chez moi, j'ai dit: C'est la dernière fois que tu me vois. Je ne peux pas t'imposer ça. Je t'aime et tu me manqueras, mais c'est pour le mieux. Je te rends ta liberté. Nous ne rompons pas, a-t-il dit. Je t'aime. Nous allons traverser ça ensemble. Puis il m'a regardé,
et a ajouté: J'ai faim, et la seule chose qui va se passer maintenant, c'est que je vais entrer et nous préparer des sandwichs. Et c'est ce qu'il a fait. Nous avons mangé tranquillement, côte à côte. Je n'ai plus reparlé de rupture. Il voulait rester, pour le meilleur et pour le pire, et je désirais ardemment qu'il veuille rester. J'ai passé la semaine suivante à réfléchir à ce que ce diagnostic signifierait pour ma vie. Qu'il soit gros ou petit, un cancer restait un cancer. Une fois qu'une cellule s'est détraquée dans votre corps et a appris à se répliquer dans une campagne contre vous, pouvez-vous encore vous sentir en sécurité? Je pensais à la masse importante dans mon sein, et j'imaginais les cellules défiler comme des fourmis de feu dans une course effrénée à l'intérieur de moi. 5 jours plus tard, alors que je conduisais, le chirurgien a appelé pour m'annoncer que je n'avais pas de cancer. J'avais une masse de type fibrome avec une surface dentelée ressemblant à la forme étoilée du cancer. Il avait fait confirmer cela par 2 radiologues. Je suis tellement désolé, a-t-il dit. C'était une leçon pour moi. Il faut toujours attendre les résultats des tests. Ce moment au volant est resté parfaitement intact dans ma mémoire, la vague de soulagement, la joie aveuglante. Je mourrai un jour de quelque chose. Mais ce ne sera probablement pas de ça. La leçon pour moi a été que Danny était un partenaire pour le long terme, quelle que soit la durée, longue ou courte, de cette vie. Au moment du dessert avec nos amis, Cassé et moi déplorions la prise de poids liée à la ménopause, tout en dévorant des whoopie peas au caramel. Cassé a partagé les détails du rétablissement d'un ami proche après un grave AVC. Nous avons parlé d'AVC, de crise cardiaque, d'anévrisme et d'autres choses qui surgissent de l'ombre pour bouleverser une vie. Nous nous sommes demandé dans quel état nous voudrions continuer à vivre. Voudriez-vous une réanimation ou rien du tout si vous n'étiez plus la personne qui, quelques jours auparavant, prenait plaisir à manger des whoopie peas et à râler sur la ménopause? Qui mourra le premier? Seras-tu à mon chevet, me tenant la main, ou serai-je au tien? Au cours de notre première année de relation, une période compliquée mais magnifique, j'ai envoyé à Danny un poème du poète anglais Robert Browning qui contenait ses vers vieillis avec moi. Le meilleur reste à venir, le dernier stade de la vie, pour lequel le premier a été fait. Nous étions dans cette période éthérée, au sommet de notre vie d'une manière indéfinissable, avant le début du déclin. L'éclosion d'un nouvel amour ressemble à un retour à la jeunesse. Cette sensation délicieuse d'anticipation qui accélère le pouls avant un rendez-vous n'est pas loin de l'excitation de la première fois qu'un garçon est venu me chercher pour le bal du lycée. Ces conversations sans fin et ces liens profonds sont un sérum de jeunesse. Comme tous les élixirs, l'effet temporaire. Cet état de vie suspendu ne peut durer ni retenir la marée du vieillissement. Les poètes comprennent qu'à mesure que la jeunesse s'éloigne, la connaissance de soi atteint son apogée avant le baisser de rideau final. Le premier stade est la beauté luxuriante d'un corps jeune, mêlé d'incertitude, de doute, de folie, de fierté et d'erreur. Le dernier stade, c'est une peau fine comme du papier sur des os fatigués, alliée à la clarté, l'humilité, la réflexion, la gratitude et le pardon. Le meilleur qui reste à venir, c'est ceci. Quand Danny et moi serons vieux, je voudrais ce que j'ai maintenant. Partager des tasses de café fumant par un matin froid. Le plaisir de son visage toujours beau, nos vieilles blagues, le chien qui se roule avec son os, le souffle dans nos poumons sains et la chaleur des rayons du soleil à travers la fenêtre de notre cuisine. Tout le reste n'est que du bonus. Une fois le dîner terminé, nous et nos amis nous embrassons sur le parking. Il s'écoulera peut-être des mois avant que nous ne les revoyions. Entre les besoins des enfants adultes, la coloscopie trop longtemps repoussée, et les derniers vestiges du travail alors que la retraite danse à l'horizon. Nous nous disons au revoir et je t'aime. Car si l'âge nous a appris quelque chose, c'est de ne jamais rater une occasion de partager la tendresse de nos cœurs qui battent encore.